Bonjour tout le monde. Alors je viens pour vous filmer un petit point lecture parce que de nouveau je n'ai pas vlogué cette semaine, je n'avais pas envie pour des raisons diverses et variées. Voilà, j'ai eu une semaine assez stressante et assez occupée, donc voilà, j'avais pas envie de vloguer. Je ne peux pas trop vous en parler parce que il y a des choses que je n'ai pas envie qu'ils se sachent dans ma sphère en dehors de Booktube, Bookstagram, donc voilà. Bref, vous le saurez peut-être un jour, mais pas maintenant. Voilà, du coup, à la place, je vais filmer un petit point lecture. J'ai pas lu énormément, enfin, si quand même, j'ai lu 3 livres cette semaine et je suis encore en train de lire d'autres choses, mais voilà, ce sera pas un gros point lecture. En plus dedans il y a un abandon. Alors avant de vous présenter mes lectures terminées, je fais un petit point sur mes lectures encore qui seront bientôt finies. Donc je suis toujours dans La Casa de los Espíritus, c'est ça, je ne sais plus maintenant, de Isabel Allende. Donc qui est la lecture commune du mois de la croisière littéraire au féminin, que j'aime beaucoup, mais qui se lit très lentement parce que c'est extrêmement dense. Et c'est voilà, c'est des pages vraiment écrites en tout petit, tout serré comme ça, et il fait à peu près un peu moins de 500 pages, donc voilà, il est assez lent à lire. Ça n'empêche que j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de longueur qui demandent pas mal de concentration, d'autant plus que je le lis pas en français, donc voilà, là je suis toujours là-dessus, j'aime beaucoup, je vous en parlerai du coup j'espère la semaine prochaine. J'aimerais bien le finir ce week-end, mais à mon avis c'est mort, il me reste encore pas mal de pages à lire. Et j'ai presque fini La Ligne Verte de Stephen King, que j'écoute en audiobook en fait. Alors La Ligne Verte, déjà c'est mon film préféré de Stephen King, j'ai vu plusieurs fois. Dans les romans c'est Shining, mais la ligne verte dépasse presque Shining, parce que là je suis complètement conquise par l'histoire. Donc voilà, dès que j'aurai fini, je vous en parlerai un petit peu plus, mais je trouve que ça reste le film, voilà, maintenant que je lis enfin le livre après avoir vu plusieurs fois le film respecte l'âme du bouquin à 100%. Je trouve que c'est parfaitement retranscrit, et voilà, si vous connaissez pas le film, franchement foncez, et même chose pour le roman. C'est bouleversant, c'est un roman qui est déchirant, vraiment. Je vous en parlerai plus du coup dans un prochain point lecture, mais n'hésitez pas à découvrir d'ailleurs en audiobook si jamais, parce que le lecteur, c'est Audiolib qui a fait cet audiobook là. Le lecteur est parfait, franchement il lit avec une interprétation qui est juste adéquate, et voilà, il embarque complètement le lecteur et on a envie de l'écouter en fait, c'est vraiment ça. Je trouve que parfois on a des lecteurs d'audiobook qui sont lassants, que voilà, il y en a où j'ai vraiment du mal à les écouter. Là on a envie de l'écouter, il nous berce complètement. Et voilà, il nous emmène vraiment dans cette histoire. Bref, c'était la petite parenthèse. Et là, je vais commencer à vous parler du coup de mes lectures de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai lu L'Auberge de la Jamaïque de Daphné du Maurier, que j'avais gagné en concours sur la chaîne YouTube de Madame Rêve Encore de livres. C'est mon premier Daphné du Maurier. J'avais envie de tester l'autrice depuis longtemps. Alors apparemment je crois que c'est le roman préféré de Madame Rêve Encore, mais je sais qu'on m'a dit que... Enfin en tout cas je sais que les préférés globalement ce sont plutôt Rebecca et ma cousine Rachel. Rebecca j'ai dans ma pile à lire, donc j'aimerais bien le lire assez rapidement. Mais voilà, là j'ai commencé avec celui-ci et j'ai complètement été conquise. Ici en fait on est au XXe siècle, hein. Oui on est au début du XXe siècle, et on va se retrouver, je crois que c'est en Angleterre, sur une côte désolée de l'Atlantique. Et en fait on va suivre Mary Yellan qui va se retrouver orpheline. Elle a déjà perdu son père depuis plusieurs années. Ils habitaient dans une ferme, son père est donc décédé, sa mère va décéder à son tour, et sa mère va demander à Mary de ne plus continuer à gérer cette ferme, que ce n'est pas une vie pour elle, et que elle, sa mère, donc avait juste continué à travailler dans cette ferme suite au décès de son mari, pour continuer à pouvoir tout simplement entretenir sa fille. Mais voilà, elle ne veut pas que sa fille ait cette vie-là, et elle va lui demander d'aller rejoindre sa tante. Sa tante qui est, donc la tante Patience, qui est mariée à un homme, voilà, et un homme qui dirige une auberge, voilà, il est propriétaire d'une auberge qui s'appelle l'Auberge de la Jamaïque. Et en arrivant, donc voilà, Mary fait le petit voyage
en calèche pour arriver jusque là-bas. Et déjà en arrivant, elle va sentir qu'il y a un problème. Les gens, quand elle va dire qu'elle veut aller à l'auberge de la Jamaïque, vont être assez bizarres, vont être assez... voilà, elle va les sentir effrayées, elle va sentir qu'il y a tout d'un coup une ambiance, une mauvaise ambiance qui s'installe parmi les voyageurs. Et en arrivant là-bas, elle va s'apercevoir pourquoi. Son oncle est une personne détestable, vraiment, c'est un homme violent, colérique. Sa tante est complètement soumise, voilà, elle va pas avoir un bon accueil, ça c'est clair. Et elle va découvrir aussi qu'il y a de lourds secrets qui pèsent sur cette auberge, qu'il va se passer des choses assez étranges. Et voilà, je vous en dis pas plus. Alors, pourquoi ce roman Enfin, le point fort pour moi du roman, clairement, c'était les descriptions de Daphné du Maurier. Elle nous plonge dans une ambiance vraiment plombante, mais on se sent, c'est une ambiance lourde, mystérieuse, angoissante et vraiment malsaine, malaisante. Les personnages sont vraiment antipathiques, détestables. On s'attache à Mary, mais voilà, on ne sait pas à qui on peut se fier. Ils ont l'air de tous cacher quelque chose. À la fin, il y a une révélation qui n'est pas du tout Enfin voilà, elle m'a pas du tout surprise, mais je crois qu'elle n'a surpris personne parce que je ne pense pas que c'était le but premier de ce roman, loin de là. C'est vraiment un roman qui sert à vraiment installer une ambiance pesante. Dans ce roman, on a un peu un souvenir des pirates d'antan. Voilà, on a... J'ai pas envie de vous en dire trop, parce que dans le résumé je trouve qu'ils en disent déjà beaucoup trop. Mais c'était un roman très sombre et voilà, je trouve que Daphné du Maurier, elle maîtrise vraiment le lexique, enfin elle maîtrise les mots qui permettent de retranscrire cette ambiance pesante et lourde. On a cette idée des vagues, du ressac de la mer, vraiment de ce côté angoissant, cette ambiance froide. L'auberge, elle est perdue dans un endroit vraiment complètement isolé, entouré de falaises, ça fait peur. Elle a vraiment tous les mots qui décrivent, qui font ressentir oui, toute cette atmosphère lugubre. Et vraiment, voilà, je trouve que c'est une autrice, une excellente autrice pour ça. Donc je vous le conseille vraiment. Après, on m'a dit clairement, il y en a qui n'ont pas trop aimé celui-là, et on m'a dit clairement que Rebecca et ma cousine Rachel étaient mieux. Alors si c'est déjà mieux que cela, moi que j'ai adoré, j'ai hâte de lire ces autres romans. Alors ensuite, oh, coup de cœur, la surprise, la révélation pour moi, c'est Nevermore, le tome 1. Je l'ai lu en anglais, donc c'est The Trials of Morrigan Crow. Je sais plus comment il est traduit en français. Les épreuves de Morrigan Crow, je ne sais plus, bref. Alors ça faisait un petit temps que Claire de Chute Jolie en parlait, disait qu'il fallait lire ce roman. Quand je l'ai lu avec avec Céline de Couler comme l'encre et Marilyn de Summary's Books, Marilyn et Claire m'en ont encore énormément parlé et m'ont dit d'acheter ce bouquin. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai participé à la lecture commune organisée par Claire, voilà, qu'elle avait organisée avec Pocket Jeunesse. Et eh bien, j'aurais dû les écouter beaucoup plus tôt. D'ailleurs, Steph aussi en parle énormément en bien. Parce que ce roman, je n'ai pas ressenti ça depuis ma période Harry Potter, depuis ma période Hunger Games. Vraiment, j'ai été emballée par cette histoire. J'ai été prise à 100% dans cet univers. J'ai été complètement conquise. J'ai mis un 20 sur 20, ça a été un vrai coup de cœur. Je veux juste lire la suite, là j'ai envie d'enchaîner les tomes, j'ai déjà envie de les relire et c'est rare que j'ai un engouement pareil pour une saga jeunesse parce que voilà, depuis c'est Harry Potter, Hunger Games et tout ça, j'ai vraiment du mal à m'attacher à ce point-là à une saga en fait. Je ne ressens plus cet engouement que je peux avoir pour ce genre littéraire ou voilà, pour ces romans un peu de fantasy, donc, ou science-fiction, enfin voilà, de SF/FF, mais là vraiment j'ai été complètement conquise. Alors ici, pour vous expliquer, on va suivre Morrigan qui est une enfant maudite. Elle est née je sais plus comment on dit, enfin elle est née un jour où il fallait pas naître, et où tous les enfants qui sont nés ce jour-là
sont désignés comme enfants maudits et donc on leur reproche tous les malheurs de l'univers. Donc c'est-à-dire que Morrigan, pardon, elle regarde une personne, cette personne il va lui arriver un truc et elle va être accusée de ce qui est arrivé à cette personne. Donc voilà, elle se tape tous les reproches du monde, elle est très mal vue par tous les gens de la ville, par tous les gens que sa famille côtoie. Son père est haut placé dans la politique et donc voilà, il a un peu honte de cette fille qui lui donne une mauvaise image ben voilà, pour sa carrière. Et Morrigan est destinée à mourir à 12 ans, le jour du Merveillon. C'est du Merveillon, je pense. En fait, il y a plusieurs ères. Ce monde est divisé en plusieurs ères. Et donc, ils vont rentrer dans l'ère du Merveillon. Et en entrant dans l'ère du Merveillon, Morrigan doit mourir. Enfin, va mourir. Sauf que, surprise, le Merveillon va arriver un an plus tôt et en fait Morrigan va mourir à 11 ans. Sauf qu'elle va être sauvée par un bonhomme assez étrange, sorti de nulle part, et elle va être embarquée à Nevermore. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors dans ce roman, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait il y a plein de ressemblances avec Harry Potter sans que ce soit du recopiage. Je m'explique. En fait, il y a vraiment beaucoup de voilà, clins d'œil. Moi, je l'ai pris vraiment comme des clins d'œil nostalgiques à cet univers d'Harry Potter, avec des personnages pardon, qui peuvent faire penser, par exemple... ah, j'ai oublié son nom, non comment il s'appelle? Ah oui, Jupiter. Jupiter me fait penser à Dumbledore parce qu'il est complètement lunatique aussi, un peu dans son monde. Il a une figure aussi importante que Dumbledore dans l'univers de Harry Potter. Voilà, lui m'a fait penser énormément à Dumbledore. On a un personnage qui me fait penser aussi à McGonagall juste parce que c'est un chat. Et voilà, on a des épreuves parce que Morrigan va devoir passer des épreuves. À un moment, elle a une épreuve où elle doit écrire dans un carnet, le carnet lui répond, ça me fait penser au carnet de Gélusor. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça à Harry Potter, mais qui, l'autrice se le réapproprie complètement et rend le tout complètement original. Et en fait, je trouve que c'est le livre parfait pour tous les nostalgiques d'Harry Potter parce que... voilà, on a tous ces petits éléments qui nous rappellent la saga de notre enfance, cette saga très chère à notre cœur, mais qui ne sont pas du recopiage pour autant, et du coup, voilà, ça ne m'a pas perturbée, et je n'ai pas eu l'impression de lire juste une réécriture d'Harry Potter, loin de là. Parce que l'univers est complètement différent, c'est vraiment, voilà, ça n'a rien à voir au final, et voilà. Ça m'a fait aussi penser par moments à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, par ces personnages complètement bizarres, vraiment quand elle va rentrer dans l'Evermore, elle va rencontrer des personnages, voilà, par exemple un chat, un chat humain. Voilà, il y a vraiment tout un panel de personnages complètement originaux et loufoques. Et voilà, c'est un peu un univers un peu comme aussi dans La Passe Miroir quand Ophélie va découvrir la ville de Thorn, oh j'ai oublié le nom, je sais plus, bref, où ça va être un peu un univers un peu loufoque, elle va rien comprendre à ce qui va arriver. Là c'est un peu la même chose. Morrigan va devoir appréhender ce nouveau monde. Voilà, c'était super bien écrit, c'était vraiment prenant, j'avais pas envie de lâcher le livre, c'était drôle. Jupiter, c'est mon personnage préféré avec Hawthorne, je sais pas comment on dit. Ces deux personnages qui m'ont fait rire à de nombreuses reprises. Voilà, c'est une saga que je vous conseille. Là maintenant j'ai juste envie de commander le tome 2, mais Claire m'a dit d'attendre parce qu'elle va elle va faire la lecture commune du tome 2 en septembre, et du coup elle m'a ordonné d'attendre. Du coup j'attends. Parce que j'obéis à Claire, je suis trop gentille. Mais voilà, j'ai vraiment juste envie de découvrir la suite. C'est une saga qui va complètement m'embarquer, je le sens, et qui va vraiment me convaincre, j'en suis sûre et certaine. J'ai déjà le tome 3. En fait, j'ai commencé par acheter le tome 3, j'ai fait tout dans le désordre. Puis j'ai acheté le tome 1, et là maintenant je vais acheter le tome 2, parce que bon, là maintenant je me retrouve bloquée, j'ai le tome 3 mais j'ai pas le tome 2, donc voilà, je suis complètement bloquée. Découvrez cette saga, franchement, faites-moi confiance, c'est incroyable, c'est incroyable, et c'est tout. Et enfin, je vais vous parler de mon abandon. Donc j'ai reçu Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, et Hermine Lefebvre, elle est déjà connue pour avoir sorti La chasse fantôme, je sais plus, je l'ai pas lu, j'avais lu des avis assez négatifs sur La chasse fantôme, et j'ai quand même tenté Sous le sceau de l'hiver parce que j'ai été convaincue par la couverture, voilà, c'est la fille super superficielle, et j'avoue que le résumé m'avait tenté également.
Il va sortir le 26 août, donc voilà, on a organisé une lecture commune avec les partenaires de Scrineo pour le lire, et on est déjà malheureusement plusieurs à avoir abandonné. Pourquoi? Parce qu'en fait le résumé nous vend quelque chose de totalement différent, et voilà, ça n'a pas respecté le contrat du lecteur, et moi ça ne l'a pas fait du tout. En gros, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans un univers avec des faillés et des humains. Ça m'a fait penser un peu aux... comment ça s'appelle? Les dossiers du voile 2. Je sais plus son nom. Il est juste là. Les dossiers du voile de Adrien Thomas. Dans le sens où on a ce monde, notre monde en fait, et les failles vont être dévoilées à notre monde, et donc il va y avoir un petit peu mélange entre les deux univers. Et il va y avoir une enquête parce que il y a des chevaliers faillis de la cour de l'été qui vont disparaître. On va suivre deux personnages, Virgile et Camille. Camille qui est une... j'ai peur d'utiliser le terme, si je me trompe, désolée. C'est une personne non binaire, mais elle est... je sais plus le terme exact. Elle est née avec des organes des deux genres en fait. C'est pas... je sais plus le terme exact. Il est écrit un moment en bas de page. Je vais essayer de retrouver... ah voilà, je crois que c'est là. Voilà, intersexe, voilà, elle est intersexe. Donc les personnes intersexes naissent avec des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas aux définitions typiques du masculin et du féminin. Du coup, ça va être écrit, j'avais jamais entendu, j'avais jamais vu ça en fait, c'est écrit A-E-L pour elle. Moi je connais I-L, mais A-E-L, j'avais jamais vu, et j'avoue qu'au début ça m'a un petit peu perturbée. Voilà, c'est quelque chose qui m'a perturbée, maintenant il faut s'y habituer. Et au bout d'un moment, on passe outre. Mais c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée parce que voilà, après j'ai vu en fait qu'il y avait plein de manières d'écrire le fameux IL, etc. Je savais pas, donc au moins j'ai appris une chose en lisant ce roman. Bref, du coup on va suivre ces deux personnages qui vont se rencontrer pour enquêter sur la disparition des chevaliers de la cour de l'été. Et en fait ils mènent pas du tout l'enquête. Ils le font mais ça passe complètement à côté. Et c'est ça qui m'a posé problème. C'est qu'au final... des failles, on en a presque pas, ça passe en second plan, voire en troisième plan, voire en quatrième plan. On a quelques petits passages avec les faits, mais c'est pas du tout prédominant. L'enquête, je comprenais rien à leur enquête parce qu'ils enquêtent n'importe comment. J'avais envie de dire, mais pourquoi? Déjà, je trouve ça un peu étrange que les reines faillées demandent à deux jeunes qui sortent de nulle part d'enquêter là-dessus. Pas du tout qualifié, etc. Enfin, je trouve ça un peu... c'est pas très crédible, pas très plausible. Mais alors en plus, ils ont 1 mois et demi, je crois, pour mener l'enquête, mais moi, je leur aurais déjà retiré l'enquête, hein, parce que franchement, ils avancent pas, ils font n'importe quoi. Ils sont juste dans leurs problèmes. Il y a un... Virgile, s'il ne résout pas l'enquête, il a un destin assez funeste. Assez difficile, voilà, la reine de la cour de l'hiver lui destine pas mal de tortures, mais le gars, ça lui passe vraiment au-dessus quoi. Franchement, je trouvais qu'il s'impliquait pas du tout dans l'enquête, du coup c'est difficile de comprendre comment ils avancent parce que, voilà, c'est très flou. Ça manque énormément d'explications, que ce soit au niveau de l'univers, l'univers n'est pas assez décrit, on a l'impression de rentrer en fait dans une suite de saga où tout a déjà été expliqué dans le tome 1, et du coup il nous manque énormément d'informations, que ce soit au niveau de l'univers ou des personnages. Et alors il y a un lexique, mais un lexique qui ne sert strictement à rien parce que le lexique décrit des termes comme par exemple cours de l'été. Mais quand on a l'habitude, et même quand on n'a pas l'habitude, c'est pas grave, si c'est pas expliqué, on le comprend en fait. Mais quand on a l'habitude de lire des romans avec des failles, etc., on n'a pas besoin d'avoir un lexique qui nous explique ce que sont les cours de failles, etc. Et il y a vraiment plein de termes comme ça au début qui sont écrits. Bon, moi j'allais pas dans le lexique du coup parce que je trouve ça complètement inutile, mais j'ai pas trop compris l'intérêt du lexique. De même, on a des notes de bas de page qui expliquent des termes qui sont en fait expliqués dans le texte. Donc à un moment, par exemple, Camille elle a été atteinte d'une maladie, et en dessous on nous fait tout un texte en note de bas de page sur cette maladie, alors que de toute façon dans la phrase où il y a le nom de la maladie, c'est expliqué en fait, donc ça coupe la lecture pour rien, donc j'ai pas trop compris. Voilà, ça manque énormément de... On nous explique pas assez l'histoire des personnages, du coup j'arrivais pas à m'attacher à eux, on nous explique pas assez l'univers, du coup j'avais du mal à comprendre ce qui se passait et à m'y intéresser surtout. C'était très impersonnel et voilà, j'ai abandonné j'avais dépassé la moitié, je comptais finir et en fait hier j'ai repris et j'ai pas envie, j'avais juste envie de lire en diagonale et voilà, moi une fois que j'en arrive à ce stade de plus vouloir lire que les dialogues, c'est que en général c'est foutu.
Donc non, ça ne l'a pas fait et au final c'est plus une histoire de drogue. Virgile en fait c'est un gamin qui est pris dans un cartel de drogue, son tonton est complètement taré, son tonton est chef d'un cartel de drogue et voilà, il travaille avec son oncle dedans. Et c'est un drogué, et en fait dès qu'on a les passages avec Virgile, c'est que la drogue, je vends de ma dose, enfin voilà, alors je comprends parce qu'au final dans la tête d'un personnage, parce que là on est vraiment dans sa tête, dans la tête d'une personne qui est droguée, c'est ce qui se passe, mais c'est très redondant pour le lecteur, et j'ai trouvé ça très, très chiant, franchement très chiant, et voilà, au final tout tourne autour de la drogue, et c'est pas ce que je voulais lire, donc malheureusement ça ne l'a vraiment pas fait pour moi. Voilà, je suis désolée, le livre est même pas sorti, je le descends déjà, mais j'ai pas aimé. J'ai pas spécialement aimé l'écriture non plus, malheureusement. C'est très, très familier, surtout quand on est dans la tête de Virgile où c'est écrit en jeu. C'est écrit comme un adolescent parlerait, et moi j'ai un peu du mal avec ça, je dois avouer. Voilà, malheureusement j'ai pas été conquise par ce livre et je l'ai pas terminé, et en fait du coup je saurai jamais le fin mot de l'histoire, mais je m'en fous. Donc ça en dit long, je pense. Voilà, c'est fini pour ce point lecture. Voilà, c'était trois petites lectures, mais c'est très bien comme ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, enfin vous connaissez le topo, mais c'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt. Bisous!